Theodore Thompson, Théo pour ceux qui le connaissaient, était assis dans son bureau d'angle au 42e étage regardant la ligne d'horizon de Chicago se fondre dans l'obscurité. À 34 ans, il avait transformé Thompson Architectural Innovation d'une start-up de garage en l'une des firmes les plus respectées du Midwest. Ses créations avaient remodelé le couloir du centre-ville. Chaque bâtiment était un témoignage de sa vision, mais rien de tout cela n'avait de sens sans sa mère. Rosemary Thompson avait été sa fondation. Une bibliothécaire qu'il avait élevée seule après que son père les eût abandonnés quand Théo avait 3 ans. Elle avait travaillé en double pour le financer à l'école d'architecture. Elle avait cru en lui quand il avait maximisé ses cartes de crédit pour démarrer son entreprise. Elle avait été là pour chaque étape importante. Maintenant, elle se mourait. Cancer du pancréas en phase 4. 6 mois. C'est ce que le médecin avait dit il y a 11 mois. Rosemary Thompson était une battante. Le téléphone de Théo vibra. Charlène, sa femme depuis 2 ans. Où es-tu? Sa voix avait cette pointe qu'il avait appris à reconnaître. Ta mère te demande. J'arrive, dit-il en attrapant ses clés. Il avait rencontré Charlène à un gala de charité 3 ans plus tôt. Elle travaillait comme coordinatrice d'événements, magnifique dans une robe rouge qui faisait tourner toutes les têtes. Elle était spirituelle, charmante et semblait sincèrement intéressée par son travail. Leur cours avait été un tourbillon. Sa mère avait été hésitante au début. Il y a quelque chose chez elle, Théo, avait dit Rosemary un soir. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Tu es juste protectrice, maman, avait-il ri. Tu dirais ça de n'importe qui, mais Rosemary avait fini par changer d'avis. En fait, c'est elle qui avait insisté pour qu'il se marie rapidement lorsque son diagnostic était tombé. Je veux voir mon garçon installé avant de partir, avait-elle dit, les larmes aux yeux. Promets-moi que tu le feras bientôt. Ils s'étaient mariés lors d'une petite cérémonie à la chapelle de l'hôpital Northwestern Memorial. Rosemary en fauteuil roulant, souriant à travers sa douleur. Théo se souvenait comment Charlène lui avait tenu la main, lui avait chuchoté qu'elle prendrait soin de lui. C'était il y a 2 ans. Maintenant, alors que Théo conduisait vers l'hospice, il ne pouvait se défaire d'un malaise grandissant. Charlène était devenue distante, froide. Elle disparaissait pendant des heures sans explication. Quand il lui demandait où elle avait été, elle lui reprochait d'être contrôlant. Leur vie intime s'était complètement éteinte 6 mois après le mariage. Tu es marié à ton travail, disait-elle, et à ta mère mourante. La cruauté de cette déclaration le piquait encore. La chambre de Rosemary sentait l'antiseptique et les roses fanées. Elle était allongée, soutenue par des oreillers. Sa silhouette autrefois robuste était maintenant fragile comme du verre. Mais ses yeux vifs et intelligents, brûlaient encore d'une conscience féroce. Charlène était assise dans un coin, faisant défiler son téléphone, levant à peine les yeux quand Théo entra. Voilà mon garçon, chuchota Rosemary, sa voix fine comme du papier. Théo lui prit la main, sentant les os sous la peau translucide. Je suis là, maman. Charlène, ma chérie, dit Rosemary. Pourrais-tu nous laisser un moment? Sa femme se leva sans un mot, ne regardant même pas Rosemary, et quitta la pièce. Elle a été comme ça toute la semaine, dit Rosemary, comptant les jours. Maman, ne dis pas ça. Tu vas, Théodore. Sa poigne se resserra avec une force surprenante. Nous n'avons pas le temps pour des mensonges réconfortants. Je veux que tu écoutes très attentivement. Quelque chose dans son ton lui glaça le sang. J'ai fait quelque chose, continua Rosemary, ses yeux le fixant. Quelque chose dont je ne suis pas fier, mais je l'ai fait pour te protéger. Je veux que tu saches qu'il y a une enveloppe dans mon coffre-fort à la First National. Boîte 247. La clé est dans ma boîte à bijoux à la maison, à l'intérieur du médaillon que ta grand-mère m'a donné. Maman, de quoi parles-tu? Quand le moment viendra, et tu sauras quand, ouvre cette enveloppe. Tout ce que tu as besoin de savoir est à l'intérieur. J'ai essayé de te protéger de la seule façon que je pouvais, mais j'ai peur. Elle toussa, son corps tremblant. J'ai peur d'avoir peut-être empiré les choses. Tu me fais peur. Bien. Tu dois avoir peur. Tu dois être prêt. Ses yeux brillèrent. Théo, je t'aime plus que la vie elle-même. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Souviens-toi de ça. Peu importe ce que tu découvres, souviens-toi de ça. Que as-tu fait?
Mais les yeux de Rosemary se fermaient. La morphine la tirait vers le sommeil. L'enveloppe, chuchota-t-elle. Quand le moment viendra, l'enveloppe. Elle mourut 3 jours plus tard, un mardi matin, Théo lui tenant la main et Charlène se tenant près de la fenêtre, regardant sa montre. Révélation au bord de la tombe. Les funérailles furent modestes, intimes. Rosemary avait demandé la crémation, ses cendres devant être enterrées au cimetière d'Oakwood à côté de sa propre mère. Théo avait tout organisé lui-même. Charlène avait été trop dépassée pour aider. Il se tenait près de la tombe dans son costume noir, regardant l'urne être descendue dans la terre. Une bruine tombait, rendant le monde gris. Une poignée de collègues de la bibliothèque de sa mère étaient présents, ainsi que son partenaire commercial, Neil Gilmore, et quelques amis de la famille. Charlène se tenait à côté de lui dans une robe noire qui semblait plus appropriée pour un cocktail que pour un enterrement. Elle n'avait pas pleuré une seule fois. Ni à l'hospice, ni au service, ni maintenant. Alors que la petite foule se dispersait, offrant ses condoléances, Théo resta près de la tombe. Il avait besoin de ce moment seul avec sa mère. « Donne-moi juste 1 minute, dit-il à Neil, qui hocha la tête et se dirigea vers le parking. Charlène resta. « Tu devrais y aller avec lui, dit Théo doucement. J'ai besoin d'un peu de temps. En fait, dit Charlène, sa voix différente maintenant, plus dure, presque jubilatoire. Je pense que c'est parfait que nous soyons seuls. Il se tourna pour la regarder. Son visage s'était transformé. Le masque de chagrin poli avait disparu, remplacé par quelque chose de laid et de triomphant. Quoi? Elle sortit un dossier manie de son sac à main. Papier de divorce. Je veux que tu les signes. Théo la fixa, incapable de comprendre ce qui se passait. De quoi parles-tu? Oh, Théodore. Elle sourit et c'était cruel. Pensais-tu vraiment que tout cela était réel? Le rôle de l'épouse aimante. La routine de la belle-fille concernée. Mon Dieu, tu étais si facile. Charlène, quoi? Je ne t'ai jamais aimé, dit-elle, chaque mot précis et tranchant. Ta mère m'a payé $50 000 pour t'épouser avant de mourir. Un contrat. 2 ans. C'est ce sur quoi nous nous étions mis d'accord. Eh bien, devine quoi? Le contrat est terminé. Le monde bascula. Théo avait l'impression de tomber, même si ses pieds étaient plantés sur l'herbe mouillée à côté de la tombe de sa mère. Tu mens. Est-ce que je mens? Elle rit, le son résonnant sur les pierres tombales. Ta pathétique mère était si désespérée de te voir installée avant qu'elle ne claque. Elle pensait vraiment que j'en viendrais à t'aimer. Peux-tu imaginer 2 ans avec toi? Tes discussions ennuyeuses sur l'architecture, ton obsession pour une femme mourante, ton incapacité totale à voir ce qui était juste devant toi. Ma mère n'aurait jamais. Ta mère était une vieille femme désespérée qui savait que son fils était un bourreau de travail solitaire qui finirait seul. Alors, elle t'a acheté une femme, $50 000 pour 2 ans de ma vie. Et maintenant qu'elle est morte et enterrée, littéralement, elle fit un geste vers la tombe. J'en ai fini. Je suis libre. L'esprit de Théo vacilla. Le contrat de mariage. Elle avait insisté dessus. Disant que c'était pour les protéger tous les deux. Il pensait que c'était noble, la preuve qu'elle ne se souciait pas de son argent. Maintenant il comprenait, elle ne voulait pas de son argent parce qu'elle avait déjà été payée. Signe les papiers, exigea Charlène. C'est très simple. Tu gardes ton entreprise, ton argent, tout. Je veux juste partir, et si je ne le fais pas, alors je dirai à tout le monde la vérité. Le grand Theodore Thompson, si pathétique que sa propre mère a dû lui acheter une épouse. Comment penses-tu que ça passera dans ta précieuse communauté architecturale avec tes clients? Elle s'approcha. Son parfum, autrefois enivrant, maintenant nauséabond, emplit ses narines. Signe les papiers, Théodore. Prends le peu de dignité qu'il te reste et laisse-moi partir. Elle lui tendit le dossier, le posa sur la pierre tombale de sa mère, une profanation finale, et s'éloigna, ses talons claquant sur le chemin pavé. Alors qu'elle atteignait sa voiture, elle cria « Ne prends pas trop de temps. J'ai un rendez-vous ce soir avec quelqu'un qui compte vraiment. » Son rire résonna à travers le cimetière alors qu'elle partait. Théo resta figé près de la tombe de sa mère, la pluie se mêlant aux larmes sur son visage. Le dossier manille reposait sur la pierre tombale de Rosemary, l'eau commençant à s'infiltrer dans le papier. Puis,
comme un éclair, il se souvint, quand le moment viendra, et tu sauras quand, ouvre cette enveloppe. Les derniers mots de sa mère prirent soudain un sens terrible et parfait. Théo sortit son téléphone avec des mains tremblantes et composa le numéro qu'il avait enregistré mais jamais appelé. Franklin Wood, avocat. Monsieur Wood, c'est Theodore Thompson, le fils de Rosemary Thompson. J'ai besoin d'accéder à son coffre-fort. Ce soir. Le coffre-fort. Franklin Wood rencontra Théo à la First National Bank à 19h. L'avocat avait la fin de la cinquantaine, avec des cheveux gris acier et des yeux qui avaient tout vu 2 fois. Il était l'avocat de Rosemary depuis 20 ans, bien que Théo ne l'ait rencontré qu'aux funérailles. Elle m'a dit que vous appelleriez éventuellement, dit Franklin alors qu'il descendait vers la chambre forte. Je suis désolé que ça ait dû se passer comme ça. Vous saviez pour Charlène. Pas tout, mais assez. La mâchoire de Franklin se serra. Votre mère est venue me voir il y a 3 ans avec des soupçons. Nous avons enquêté sur ce que nous avons trouvé. Il secoua la tête. Elle m'a fait promettre de ne pas vous le dire à moins que vous ne le demandiez. Elle voulait vous protéger de la vérité. La chambre forte était froide, stérile. La boîte 247 était petite, sans prétention. Théo inséra la clé avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une grande enveloppe scellée à la cire. Sur le devant, de l'écriture de sa mère pour Théodore. Je suis désolé de ne pas avoir pu te le dire plus tôt. Je t'aime, maman. Il brisa le sceau. À l'intérieur se trouvaient des documents, des photographies, une clé USB et une lettre de l'écriture de sa mère. Théo lut et son monde s'effondra une nouvelle fois. Mon très cher Théodore, si tu lis ceci, alors Charlène a montré ses vraies couleurs, et mes pires craintes se sont réalisées. Je veux que tu saches que je ne l'ai jamais payée pour t'épouser. C'était son histoire de couverture. Ce qu'elle prévoyait de te dire pour te blesser une dernière fois. La vérité est pire. Il y a 3 ans, j'ai engagé un détective privé nommé Ruben Lewis lorsque tu as commencé à sortir avec Charlène. Quelque chose chez elle me semblait anormal. Il a découvert qu'elle est une arnaqueuse professionnelle. Son vrai nom est Charlène Summers. Elle organise des arnaques au mariage depuis 8 ans, ciblant des hommes riches et solitaires. Sa méthode, séduire, se marier, attendre de pouvoir prétendre à l'abandon ou à la violence, puis divorcer et prendre la moitié de tout. Elle l'a fait 4 fois auparavant. Le contrat de mariage qu'elle a insisté pour avoir, il est faux, Théodore. Il n'est pas légalement contraignant. Son vrai plan était de prétendre que tu étais émotionnellement violent, que tu l'isolais en t'occupant de ta mère mourante. Elle a documenté des preuves pendant 2 ans. Je l'ai confrontée 6 mois avant notre mariage. Je lui ai dit que je savais tout. Elle m'a ri au nez et a dit qu'elle te détruirait. Alors, j'ai fait un pacte avec le diable. Je lui ai dit que je lui paierais $50 000 pour t'épouser pendant 2 ans, maintenir les apparences et partir tranquillement après ma mort. Je l'ai menacé de la dénoncer à la police si elle n'acceptait pas. Elle a accepté, pensant qu'elle avait gagné. Mais Théodore, mon brillant garçon, j'avais un dernier tour dans mon sac. J'ai engagé Ruben Lewis pour continuer à enquêter. Ce qu'il a trouvé est dans cette enveloppe. Charlène ne travaille pas seule. Elle a un partenaire, un homme nommé Drew Lawson. Il a été son complice dans les 5 arnaques. C'est aussi son vrai petit ami. Il prévoit quelque chose de plus grand cette fois, Théodore. Il prévoit de tout te prendre. La clé USB contient des enregistrements de leurs conversations, y compris des plans pour te piéger pour des crimes financiers afin de voler ton entreprise. Les documents montrent leurs victimes passées, leurs méthodes, leurs relevés bancaires montrant comment ils ont blanchi l'argent. J'ai donné des instructions à Franklin. Il est autorisé à t'aider de toutes les manières dont tu as besoin. J'ai également mis de côté des fonds distincts de ma succession pour aider à toute action que tu choisiras d'entreprendre. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger de cette douleur. Je suis désolé d'avoir dû manipuler la situation, mais je refuse de les laisser détruire mon fils. Tu es plus fort que tu ne le penses, Théodore. Plus intelligent qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Je t'ai vu construire des empires à partir de plans. Maintenant, j'ai besoin que tu construises la justice à partir des ruines. Fais-les payer, mon cher garçon. Pas pour moi, pour toi. Astérisque, tout mon amour. Maman. Théo leva les yeux, sa vision brouillée par les larmes. Franklin lui tendit un mouchoir.
Il y a plus, dit l'avocat doucement. Votre mère et moi avons passé des mois à monter un dossier. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. La question est, que voulez-vous faire à ce sujet? Théo regarda les photographies qui s'échappaient de l'enveloppe. Charlène et Drew Lawson dans des étreintes intimes. Des relevés bancaires montrant des transferts entre comptes. Une chronologie détaillée de leurs arnaques. Des déclarations de victimes que Ruben Lewis avait retrouvées. Et puis il le vit. Un document décrivant leur plan actuel. Il ne prévoyait pas seulement de divorcer de lui. Il prévoyait de le piéger pour détournement de fonds de sa propre entreprise. Pour prétendre qu'il avait falsifié les comptes et caché des actifs. Ils avaient falsifié des documents, créé de faux comptes à son nom. Ils allaient le détruire complètement, prendre son entreprise, sa réputation, sa liberté. Tout cela était prévu pour se produire une semaine après la mort de Rosemary, ce qui signifiait qu'il avait des jours, peut-être des heures. M. Wood, dit Théo, sa voix stable pour la première fois depuis le cimetière. J'ai besoin que vous fassiez exactement ce que je vous dis, et j'ai besoin que vous ayez confiance que je sais ce que je fais. Franklin Wood sourit sombrement. Votre mère a dit que vous diriez quelque chose comme ça. Quel est votre plan? Théo regarda les preuves devant lui, l'esprit de son architecte construisant déjà la structure de sa vengeance. Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent, dit-il. Et puis je vais tout leur prendre. Construire le plan. Le bureau de Théo à la maison s'était transformé en salle de guerre. Des documents couvraient chaque surface. 3 moniteurs d'ordinateur affichaient différents flux de données. Ruben Lewis, le détective privé que sa mère avait engagé, était assis en face de lui, un homme solide dans la quarantaine avec des yeux prudents. Votre mère était l'un des clients les plus intelligents que j'ai jamais eus. Rebondit. Elle a vu clair en Charlène immédiatement. La plupart des gens ne le font pas, parlez-moi de Drew Lawson. Reban a sorti un dossier sur son ordinateur portable. Drew Lawson, 36 ans. A rencontré Charlène il y a 8 ans alors qu'ils travaillaient tous les deux dans la fraude à l'assurance. Ils ont affiné leur opération depuis. Il joue différents rôles. Parfois, il est un frère, parfois un partenaire commercial, parfois il n'apparaît pas du tout. Cette fois, il se fait passer pour un développeur immobilier commercial intéressé par votre entreprise. Le sang de Théo se glaça. Mark M. sait faire son son. C'est lui. C'est Lawson. Mark M. sait faire son son avait approché Thomson Architectural Innovation il y a 6 mois en parlant d'un projet de développement majeur. Il avait été charmant, professionnel, posant des questions détaillées sur la structure financière de l'entreprise, ses actifs, ses procédures. Théo lui avait donné accès à des informations financières préliminaires dans le cadre du processus de présentation. Il recueillait des informations. Théo a dit, exactement. Ils vous ont piégé dès le premier jour. Les documents falsifiés à votre nom, ils ont votre signature de contrat légitime et suffisamment d'informations financières pour créer des faux convaincants. Ils ont déjà planté des preuves dans le système de votre entreprise. Franklin Wood s'éclaircit la gorge depuis sa position près de la fenêtre. J'ai examiné leur plan en détail. C'est sophistiqué. S'ils l'exécutent la semaine prochaine comme prévu, vous ferez face à des accusations fédérales en quelques jours. Vos actifs seraient gelés pendant l'enquête, même si vous êtes finalement innocenté, et votre réputation serait détruite. Votre entreprise s'effondrerait. Combien de victimes avant moi? 4 confirmés, dit Ruben. Tous des hommes entre 30 et 45 ans. Riches, socialement isolés, bon cœur. Charlène cible ce qu'elle appelle les « types constructeurs ». Des hommes qui se concentrent sur le travail, qui n'ont pas de réseaux sociaux forts. Des hommes qui ont faim de connexion. Il fit une pause. La maladie de votre mère a fait de vous la cible parfaite. Il pensait que vous seriez trop distrait pour remarquer le piège. Qu'est-il arrivé aux victimes précédentes? L'une s'est suicidée, dit Ruben doucement. 2 ont tout perdu et se battent encore dans des batailles juridiques. Le 4e s'appelait Jésus Grimm. Il a compris assez tôt pour s'échapper avec quelques actifs, mais il lui avait déjà pris 2 millions. C'est lui qui m'a donné le plus d'informations. Il veut les voir brûler autant que vous. Théo se leva, arpentant la pièce. Son esprit était déjà 10 longueurs d'avance, voyant l'architecture de sa vengeance prendre forme. Franklin, que se passerait-il si je signais les papiers de divorce maintenant? L'avocat haussa un sourcil.
Vous seriez divorcé, mais ça n'arrêterait pas leur autre plan. Ils ont trop investi pour vous piéger pour les crimes financiers. Ils poursuivront avec ça quoi qu'il arrive. Et si je leur donnais une meilleure cible? C'est-à-dire que Théo se tourna vers Reban. Pouvez-vous me mettre en contact avec Jésus Grimm dans l'heure? Faites-le. Et j'ai besoin de quelque chose d'autre. J'ai besoin que vous créiez une entreprise fictive. Faites-la paraître réelle. Site web, documentation, relevé bancaire, tout. Pouvez-vous faire ça? Reban sourit lentement. Je l'ai déjà fait pour des opérations d'infiltration. Quel genre d'entreprise? Une société d'investissement. Internationale, basée aux îles Caïmans. Faites-la paraître comme si elle avait des actifs de plusieurs centaines de millions. Les yeux de Théo brillèrent. Je vais laisser Charlène et Drew penser qu'ils me volent, mais ce qu'ils voleront en réalité, c'est un appât pour un piège bien plus grand. Franklin Wood se pencha en avant. Je ne suis pas sûr de suivre. Charlène pense qu'elle a gagné. Elle pense que je suis brisé, dévasté, une proie facile. Elle s'attend à ce que je signe ces papiers et que je me traîne au loin. Au lieu de ça, je vais agir exactement aussi brisé qu'elle s'y attend, mais je vais laisser entendre que j'ai déplacé des actifs pour les protéger du divorce, transférant de l'argent à cette société offshore fictive. Et quand ils s'en prendront à ces actifs, Ruben hocha la tête avec appréciation. Nous les aurons pour fraude électronique fédérale, fraude bancaire internationale, conspiration, et environ 15 autres crimes que je suis sûr que Franklin peut nommer. Des accusations qui entraînent de véritables peines de prison, pas seulement des sanctions civiles. J'aime où vous allez, dit Franklin. Mais il y a un problème. S'ils volent à une entreprise fictive, il n'y a pas de véritable victime, pas de véritable crime. Alors nous le rendrons réel, dit Théo. Je vais approvisionner le compte avec de l'argent réel. Mon argent. 1 million de dollars. Assez pour en faire une affaire fédérale. Assez pour que les accusations tiennent. Quand ils le voleront, nous les aurons. Vous êtes prêt à risquer 1 million de dollars? Je suis prêt à tout risquer pour m'assurer qu'ils ne blessent plus jamais personne. La voix de Théo était d'acier. Mais nous ne le perdrons pas parce que nous saurons exactement quand ils feront leur coup. Nous aurons les forces de l'ordre prêtes. Nous documenterons tout. Et quand nous aurons fini, ils n'iront pas seulement en prison. Ils perdront tout ce qu'ils ont jamais volé. Reban Lewis sortit son téléphone. Je vais contacter Jésus Grimm et commencer à construire la fausse entreprise. Il me faudra 3 jours pour la rendre convaincante. Nous avons 5 jours avant qu'ils n'exécutent leur plan. Franklin a dit, ce n'est pas une grande marge d'erreur. Alors nous ne ferons pas d'erreur. Théo regarda les deux hommes. Ma mère a passé les derniers mois de sa vie à monter un dossier contre ces gens tout en luttant contre le cancer. Je ne vais pas laisser ça pour rien. Nous allons les anéantir. Son téléphone vibra. Un texto de Charlène. As-tu signé les papiers? Ne rends pas les choses difficiles, Théodore. Il répondit, passe à la maison demain soir. Nous devons parler. Sa réponse arriva immédiatement, montrant enfin un peu de bon sens. 20 heures Théo posa son téléphone et sourit, un sourire froid et calculé que sa mère aurait reconnu. Messieurs, dit-il. Construisons un piège dont ils ne pourront pas s'échapper. Théo passa la journée suivante à se préparer. Il nettoya une partie des preuves de son bureau, mais en laissa juste assez. Quelques papiers laissés négligemment visibles, un historique de navigation qui suggérait des recherches de banques offshore. Il répéta sa performance devant le miroir jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Homme brisé, mari vaincu, désespéré de sauver quelque chose de l'épave. À 19 h, Ruben Lewis envoya la confirmation. La fausse société d'investissement était en ligne, avec un portail bancaire affichant un solde de 1,2 million de dollars. C'était assez convaincant pour tromper quiconque ne creusait pas trop profondément. Jésus Grimm avait appelé plus tôt. La voix de l'homme était rauque d'émotion alors qu'il racontait sa propre expérience avec Charlène et Drew. Elle m'a fait sentir que j'étais spécial. Jésus dit que j'étais le centre de son monde quand elle est partie. Quand j'ai découvert ce qu'elle avait fait, j'ai pensé à en finir. Mec, vraiment. Si tu peux les arrêter, si tu peux les faire payer, tu sauveras des vies, pas seulement la tienne. Maintenant, à 20 h, Théo entendit la voiture de Charlène dans l'allée. Il se positionna à la table de la cuisine, des papiers étalés autour de lui,
un verre de whisky à moitié vide à proximité. Une belle touche, pensa-t-il. Il ne buvait jamais de whisky. Charlène entra sans frapper. Elle était habillée de façon décontractée, jambes et haut ajustés, les cheveux attachés en arrière. Elle avait l'air détendue, victorieuse. « Théodore, dit-elle, son ton presque ennuyé. As-tu repris tes esprits ? Assieds-toi, dit-il doucement. S'il te plaît, elle haussa un sourcil mais s'assit en face de lui. Tu as l'air terrible. Ma mère vient de mourir. Ma femme vient de me dire que tout notre mariage était un mensonge. Comment devrais-je avoir l'air ? Bon point. Elle examina ses ongles. Alors, vas-tu signer ? Je dois d'abord comprendre. Pourquoi moi ? Si tu voulais de l'argent, il y a des cibles plus riches. Elle soupira comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. Tu étais parfait, Théodore. Réussi mais pas tape à accent grave l'œil. Solitaire, vulnérable à cause de la maladie de ta mère. Et c'est important. Tu es le genre d'homme qui croit en l'amour, en la loyauté, en tous ces concepts de contes de fées. Tu étais facile parce que tu es bon. Les bonnes personnes sont toujours faciles. La cruauté désinvolte de ses propos faillit briser son sang-froid, mais il tint bon. Et si je te disais, dit-il lentement, que j'ai déplacé de l'argent, protégeant mes actifs ? Ses yeux s'aiguisèrent instantanément. De quoi parles-tu ? Je ne suis pas stupide, Charlène. Quand tu as demandé ce contrat de mariage, quand tu as insisté pour garder tes finances séparées, je suis devenu méfiant. J'ai transféré de l'argent sur des comptes offshore depuis 1 an. Les actifs de l'entreprise sont toujours là, mais ma richesse personnelle, il fit un geste vague. Elle est en lieu sûr. Il pouvait pratiquement voir son esprit travailler, recalculer. Combien, demanda-t-elle, essayant de paraître décontractée. Est-ce que ça a de l'importance ? C'est à moi. Tu n'auras rien. Espèce de... Elle s'arrêta, sourit. Théodore, ne sois pas stupide. Si tu as caché des actifs, ça pourrait compliquer ton divorce. Rendre les choses compliquées. Tu ne veux pas de complications, n'est-ce pas ? Je veux ne pas perdre tout ce pourquoi j'ai travaillé à cause de quelqu'un qui ne m'a jamais aimé. Alors signe les papiers. Prends ton argent caché et va-t'en. Je ne te demanderai même pas où il est. Tu fis semblant de réfléchir. Qu'est-ce qui t'empêche de t'en prendre à l'entreprise ? Le contrat de mariage. Le contrat que tu as rédigé, sur lequel tu as insisté. J'ai fait examiner ça par des avocats, Charlène. C'est à peine légal. Tu pourrais le contester. Me traîner en justice. Me détruire publiquement, même si tu ne gagnes pas. Elle se pencha en avant, son expression s'adoucissant en une parodie d'inquiétude. Théodore, je ne veux pas te détruire. Je veux juste partir. Signe les papiers. Garde tes comptes offshore. Garde l'entreprise. Je disparaîtrai de ta vie pour toujours. N'est-ce pas ce que tu veux ? Il la regarda. Cette femme qu'il avait cru aimer et ne ressentit que de la froide détermination. J'ai besoin d'une garantie. Il a dit quelque chose par écrit qui dit que tu ne viendras jamais après moi, que tu ne feras jamais de réclamation contre moi ou l'entreprise. Je peux faire ça et je veux savoir que tu seras prise en charge, que tu n'auras pas besoin de revenir pour plus d'argent plus tard. Cela la déconcerta. Quoi ? Je vais te donner quelque chose, dit-il, se levant et marchant vers son bureau. Il revint avec un dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents imprimés montrant le faux compte offshore, ou plutôt suffisamment de détails pour le faire paraître réel sans tout révéler. C'est un de mes comptes, mentit-il doucement. Il y a environ 400 000 $ dedans. Je te donnerai le numéro de compte et les mots de passe. Prends-le. Considère-le comme ton indemnité de départ. Mais une fois que tu l'auras pris, nous en aurons fini pour toujours. Les yeux de Charlène s'écarquillèrent en parcourant les documents. Il avait été prudent. L'information était incomplète, demandant à quelqu'un de creuser davantage pour accéder au compte complet, mais c'était suffisant pour appâter l'hameçon. Tu me donnes juste 400 000 $. Je veux que tu partes, Charlène. Complètement partie. C'est le prix de ma tranquillité d'esprit. Elle sourit, et pendant un instant, il vit un plaisir sincère dans son expression. Le plaisir d'un prédateur qui pensait avoir reçu un festin inattendu.
Tu es plus généreux que je ne le pensais, Théodore. Je suis un homme qui veut avancer dans sa vie. Prends-le. Signe un accord stipulant que tu ne me contacteras plus jamais. Ne fera jamais de réclamation et nous en aurons fini. Marché conclu. Elle attrapa pratiquement le dossier. Je ferai rédiger les papiers par mon avocat demain. Non, dit fermement Théo. Ce soir, Franklin Wood est de garde. Il rédigera quelque chose que nous pourrons signer tous les deux maintenant. Je veux que ce soit terminé. Elle hésita et il retint son souffle. Poussait-il trop fort? Mais la cupidité l'emporta. Bien, appelle ton avocat. 2 heures plus tard, c'était fait. Document signé, notarié. Charlène avait les informations du compte, juste assez pour trouver plus de détails avec un peu de travail. Et Théo avait sa déclaration signée, renonçant à toutes les réclamations sur lui, son entreprise et ses actifs. En partant, elle se tourna à la porte. Tu sais quoi, Théodore? Tu n'es pas aussi pathétique que je le pensais. Cacher de l'argent, te défendre. Bravo. Au revoir, Charlène. Elle rit et sortit, le dossier sous le bras, envoyant déjà un SMS à quelqu'un sur son téléphone. Après que sa voiture ait disparu dans la rue, le téléphone de Théo sonna. Elle appelle Lawson. Ruben Lewis a dit qu'il surveillait son téléphone conformément au plan. Elle lui parle du compte offshore. Il est excité, très excité. Combien de temps avant qu'ils n'agissent en se basant sur leur schéma précédent? 24 à 48 heures. Ils voudront vérifier que le compte est réel, puis le vider avant que vous ne puissiez changer les mots de passe. Théo se permit un petit sourire. Alors nous serons prêts. Franklin Wood sortit de l'ombre du couloir où il avait attendu pendant tout l'échange. C'était risqué, de lui donner de vrais codes d'accès. Les codes d'accès mènent à un système de surveillance que Reban a mis en place. Dès qu'ils essaieront de transférer de l'argent, nous le saurons et le FBI le saura. À ce propos, dit Franklin, j'ai organisé une réunion avec le procureur fédéral demain. L'agent minier Richardson s'occupe des crimes financiers ce trimestre. Elle est très intéressée par votre cas, surtout quand j'ai mentionné la composante internationale de la fraude. Théo hocha la tête, l'épuisement l'envahissant soudainement. La performance l'avait vidé plus qu'il ne s'y attendait. Reposez-vous, conseilla Franklin. Le plus dur ne fait que commencer. Mais Théo ne se reposa pas. Il passa la nuit à la tombe de sa mère, lui parlant dans l'obscurité, lui racontant le piège qu'ils avaient construit ensemble. Ils pensent qu'ils ont gagné, maman, murmura-t-il à la pierre tombale. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. L'agent minier Richardson n'était pas ce que Théo attendait. À peine un M50, à la fin de la quarantaine, avec des cheveux gris fer et des yeux bruns vifs. Elle ressemblait plus à une bibliothécaire qu'à un agent du FBI. Mais Franklin Wood l'avait assuré qu'elle avait un taux de condamnation quasi parfait dans les crimes en col blanc. Ils se rencontrèrent dans une salle de conférence du bureau de terrain du FBI à Chicago. Ruben Lewis présenta les preuves, les enregistrements, les documents, les relevés bancaires, les témoignages des victimes. C'est complet, dit l'agent Richardson, en examinant les matériaux. Votre mère a monté un sacré dossier, monsieur Thompson. Elle avait le temps, dit Théo doucement. Et la motivation. La fausse société d'investissement est un problème, continua-t-elle. Vous avez essentiellement créé un appât pour une opération d'infiltration qui nécessite une navigation juridique prudente, c'est pourquoi je la finance avec mon propre argent, dit Théo. $1 million dans un vrai compte. Quand ils le voleront, ils me voleront. Ce n'est pas une provocation s'ils volent une victime réelle. Vrai. Et la fraude électronique inter-État, les accusations de complot, les victimes précédentes. Nous en avons assez pour procéder. Mais je dois être clair, c'est complexe. Il y a une chance qu'ils puissent s'en tirer sur des détails techniques. Quelles sont les chances? Elle sourit sombrement avec ses preuves. Taux de condamnation de 95%, mais ces 5% m'empêchent de dormir la nuit. Je prends ces chances. Il y a un autre problème. Votre femme, bientôt ex-femme, a signé ce document renonçant à ses droits. Son avocat pourrait arguer qu'elle a été contrainte. Elle ne l'a pas été. Il y avait des témoins. C'était notarié. Et j'ai une vidéo de tout l'échange. Théo sortit une tablette montrant les images de la caméra cachée de sa cuisine. Chaque moment documenté.
L'agent Richardson regarda la vidéo, son expression illisible. Vous êtes très minutieux. J'ai appris des meilleurs, dit Théo, en pensant à sa mère. Très bien, voici comment cela va se dérouler. Nous surveillons le compte. Dès qu'ils tenteront de transférer des fonds, nous tracerons la transaction et l'intercepterons. Nous exécuterons simultanément des mandats pour Charlène Summers et Drew Lawson. Nous avons monté des dossiers sur eux deux depuis des années, mais ils se sont toujours échappés. Cette fois, avec vos preuves et le crime financier pris en flagrant délit, nous les avons. Combien de temps? Selon la surveillance de Monsieur Lewis, ils ont déjà commencé le processus de vérification. Ils agiront probablement dans les 24 heures. Le téléphone de Théo vibra. Reban Lewis envoyait un SMS sur l'activité du compte. Ils sont de la sécurité. Ça commence. Théo dit que les 18 heures suivantes furent une agonie. Théo essaya de travailler, de se concentrer sur les projets de son entreprise, mais son esprit revenait sans cesse au piège. Était-il assez solide? Avait-il pensé à tout? Neil Gilmore, son partenaire commercial, remarqua sa distraction. Ils examinaient les plans d'une nouvelle tour du centre-ville quand Neil posa son stylo. Théo, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas toi-même depuis les funérailles de ta mère. Théo avait tenu Neil dans l'ignorance, le protégeant de la connaissance de ce qui se passait. Mais maintenant, en regardant son ami et partenaire de 10 ans, il réalisa qu'il devait partager le fardeau. Il lui raconta tout. Les expressions de Neil passèrent par le choc, la colère, et finalement une fureur froide. J'ai rencontré Mark McPherson une douzaine de fois. Il était dans nos bureaux. Il avait accès à nos dossiers. Je sais. C'est pourquoi nous devons faire un audit de sécurité complet après que tout ça soit terminé. Mais pour l'instant, nous attendons. Attendre, Théo. Ils allaient te piéger pour détournement de fonds. Ils allaient détruire l'entreprise que nous avons bâtie, et ils vont échouer. Fais-moi confiance, Neil. À 23 heures, le téléphone de Théo sonna. Agent Richardson, il bouge. Drew Lawson tente de transférer les fonds en ce moment même. Nous traçons la transaction. Ça va sur un compte écran au Caïman, puis ça rebondit dans 3 autres pays. Nous avons des agents qui coordonnent avec les forces de l'ordre international. Où êtes-vous en ce moment? À la maison. Restez-y. Nous intervenons sur Charlène Summers dans 10 minutes. Sa localisation indique qu'elle est à l'hôtel Riverside, chambre 8h42. Lawson est là avec elle. Nous les aurons tous les deux en garde à vue dans l'heure. Puis-je? Non, vous ne pouvez pas être présent pour l'arrestation, mais je peux m'arranger pour que vous soyez à l'interrogatoire. Ces types-là se dénoncent généralement assez vite quand ils réalisent les preuves que nous avons. Je veux être là. Je pensais que vous diriez ça, rendez-vous au bureau de terrain dans 2 heures. Théo conduisit à travers les rues sombres de Chicago. Ses mains stables sur le volant. Il pensa à sa mère, aux victimes qui l'avaient précédé, à Jésus Grimm, qui avait failli mettre fin à ses jours à cause de ces gens. 2 heures plus tard, il se tenait dans une salle d'observation, regardant à travers une vitre sans teint Charlène Summers assise dans une salle d'interrogatoire, menottée à une table. Elle avait l'air furieuse et effrayée à la fois. « Où est Drew ?» demanda-t-elle. « Je veux mon avocat. » Monsieur Lawson est interrogé dans une autre pièce. L'agent Richardson dit calmement. « Et vous aurez votre avocat. Mais d'abord, je veux que vous compreniez votre situation. » Elle étala des documents sur la table. Les preuves que Rosemary et Ruben Lewis avaient compilées. Relevés bancaires, photos, enregistrements, déclarations des victimes précédentes. Nous vous tenons pour 5 chefs d'accusation de fraude au mariage, 4 chefs d'accusation de vol d'identité, complot en vue de commettre une fraude électronique, fraude inter-État, fraude bancaire internationale et tentative de vol de $1 million à Theodore Thompson. Le visage de Charlène devint blanc. C'est. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. Nous pouvons tout prouver. La question est de savoir si vous voulez coopérer ou si vous voulez prendre la responsabilité seul pendant que votre partenaire Drew négocie un accord. Parce qu'en ce moment, dans la pièce à côté, on lui donne exactement le même choix. Théo regarda la réalité s'installer sur le visage de Charlène. La compréhension qu'elle avait été prise, que le jeu était terminé. « Je veux un avocat », murmura-t-elle. Choix judicieux. Bien que je doive vous dire que Monsieur Lawson parle déjà.
Il explique comment vous avez tout orchestré, comment vous l'avez recruté, comment vous avez ciblé les victimes. Il se présente comme votre victime. Charlène dit, vous l'avez manipulé. C'est des conneries. Drew a planifié la plupart de tout ça. Et elle s'arrêta, réalisant qu'elle avait avoué son implication. L'agent Richardson sourit. Comme je l'ai dit, votre partenaire parle déjà. Vous devriez peut-être réfléchir à votre propre histoire. Dans la salle d'observation, Franklin Wood se tenait à côté de Theo. Ils finiront tous les deux par se dénoncer. Ils le font toujours. Combien de temps iront-ils en prison? La fraude électronique fédérale est passible de 20 ans, avec plusieurs chefs d'accusation et la composante internationale. Ils risquent au minimum 15 ans, peut-être plus. Theo regarda Charlène à travers la vitre. Elle pleurait maintenant, le mascara coulant sur son visage, la façade polie complètement brisée. Il ne ressentit aucune satisfaction, aucune joie, juste une froide certitude que justice était rendue. Votre mère serait fière, dit doucement Franklin. Ma mère n'a jamais voulu ça, répondit Theo. Elle voulait que je sois heureux. Elle voulait que je trouve le véritable amour. Au lieu de ça, elle a passé ses derniers jours à me protéger des prédateurs. Elle a fait les deux. Elle t'a protégé, oui, mais elle t'a aussi enseigné la force, la résilience, la capacité de te battre quand le monde essaie de tout te prendre. Franklin posa une main sur son épaule. C'est aussi de l'amour, Theo. Les 2 semaines suivantes se déroulèrent avec une lenteur bureaucratique et des révélations explosives. Charlène et Drew engagèrent tous deux des avocats. Tous deux tentèrent de négocier des accords. Tous deux échouèrent lorsque le procureur fédéral, armé de preuves accablantes, refusa de négocier. Le procès aurait lieu dans 6 mois, mais les requêtes préliminaires révélèrent toute l'étendue de leur opération. Ils avaient volé plus de 3 millions de dollars à 5 victimes. Ils avaient ruiné des vies, détruit des familles, poussé un homme au suicide. Theo assista à chaque audience, à chaque déposition. Il voulait que Charlène et Drew le voient, qu'ils comprennent que leur proie la plus facile était devenue leur chute ultime. Le 4e jour des audiences préliminaires, ils réunirent enfin toutes les victimes. Jésus Grimm était là, ainsi que 2 autres qui avaient été convaincus de témoigner. La 4e victime, un homme nommé Wallace Glenn, avait déménagé à Seattle et refusait de revenir. Le traumatisme était trop vif. Mais 3 suffisaient. Theo regarda Jésus confronter Charlène dans le couloir du palais de justice. Des marshals étaient à proximité au cas où les choses s'envenimeraient. Tu m'as dit que tu m'aimais, dit Jésus, la voix tremblante. Tu m'as dit que j'étais spécial. Je t'ai cru. Je t'ai fait confiance. Et tu m'as détruit. Charlène détourna le regard, son avocat essayant de la mettre de côté. Regarde-moi, cria Jésus. Regarde ce que tu as fait. Elle croisa alors son regard, et Theo vit quelque chose vaciller sur son visage. Pas tout à fait du remords, mais peut-être la reconnaissance du mal qu'elle avait causé. Je suis désolé, murmura-t-elle. Tu es désolé d'avoir été prise, cracha Jésus. C'est tout ce dont tu es désolé. Il s'éloigna, et Theo le suivit dehors. Merci, dit Theo, d'avoir témoigné, d'avoir été assez courageux pour revenir. Jésus le regarda avec des yeux hantés. Je ne suis pas courageux. Je suis juste en colère. Et je veux les voir brûler. Le feront-ils, cependant? Ils se sont déjà échappés. Comment sais-tu que cette fois est différente? Parce que cette fois, ils s'en sont pris à la mauvaise personne. Quelqu'un dont la mère l'aimait assez pour monter un dossier inattaquable. Quelqu'un qui avait les ressources et la volonté de mener cela à bien. Theo lui tendit la main. Ils sont finis. Jésus, je te le promets. Jésus lui serra la main et une partie de l'obscurité se dissipa de son expression. Le véritable effondrement survint 3 semaines plus tard. Theo était dans son bureau quand l'agent Richardson appela. Nous avons saisi tous leurs actifs. L'argent qu'ils vous ont volé, avoué aux autres. La plupart étaient encore sur des comptes offshore. Nous récupérons environ 2,7 millions de dollars. Après les frais de justice et la restitution à toutes les victimes, chacun devrait récupérer 70 à 80% de ce qui a été volé. Je ne m'attendais pas à ça. Ils étaient arrogants. Ils se croyaient intouchables. Ils gardaient l'argent à portée de main.
probablement en train de planifier un dernier gros coup avant de disparaître. Au lieu de ça, ils vont passer les 2 prochaines décennies en prison fédérale. Quand est le procès? Il n'y en aura pas. Les 2 avocats de la défense viennent d'appeler. Leurs clients veulent plaider coupable en échange de peines réduites. Nous négocions actuellement, mais il semble que Charlène écopera de 18 ans. Drew, 22 ans. Théo s'adossa dans son fauteuil. Le poids de mois de tension se dissipa enfin. C'est fini. C'est fini. L'agent Richardson confirma. Vous avez bien agi, monsieur Thompson. Votre mère a bien agi. Vous avez sauvé de futures victimes et rendu justice aux anciennes. Ce n'est pas rien. Après qu'elle ait raccroché, Théo resta assis en silence. Neil le trouva là 1 heure plus tard, regardant la ligne d'horizon de Chicago. C'est fini. Neil demanda. C'est fini. Comment te sens-tu? Théo réfléchit. Vide. Soulagé. Triste. Ma mère est toujours morte. Mon mariage était toujours un mensonge. Mais au moins, ils ne feront plus de mal à personne. Votre mère était une femme incroyable. Ce qu'elle a fait, monter ce dossier en mourant d'un cancer, vous protéger même d'outre-tombe. C'est ça, l'amour. Théo, je sais que Théo se détourna de la fenêtre. Je veux faire quelque chose de significatif. Comme quoi? Je veux créer une fondation au nom de ma mère pour les victimes de fraude relationnelle, un soutien juridique, des conseils, une aide financière. Ces gens, Jésus, Wallace, les autres, ils ont besoin d'aide pour reconstruire leur vie. Neil sourit. Rosemary Thompson adorerait ça. Elle le ferait, n'est-ce pas? Ce soir-là, Théo se rendit au cimetière d'Oakwood. Il s'assit près de la tombe de sa mère alors que le soleil se couchait, les lumières de la ville commençant à briller au loin. Je les ai eus, maman, dit-il doucement. Comme tu l'avais prévu. Ils vont en prison pour très longtemps. Et je vais m'assurer qu'ils ne fassent plus jamais de mal à personne. Le vent bruissait dans les arbres, et pendant un instant, Théo crut presque entendre la voix de sa mère. Je suis fier de toi, mon garçon. Il resta jusqu'à la nuit tombée, lui parlant de ses projets pour la fondation, de la reconstruction de sa vie, de l'apprentissage de la confiance à nouveau un jour. Quand il partit enfin, il se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. 6 mois plus tard, la fondation Rosemary Thompson pour les victimes de fraude tenait son gala d'ouverture au Centre culturel de Chicago. Plus de 200 personnes étaient présentes, avocats, conseillers, militants et victimes qui avaient trouvé de l'aide grâce à la nouvelle organisation. Théo se tenait au podium, regardant la foule. Jésus Grimm était là, ainsi que Wallace Glenn, qui était venu de Seattle. L'agent Minnie Richardson était présente, tout comme Franklin Wood et Ruben Lewis. Ma mère était bibliothécaire, commença Théo. Elle croyait aux histoires, que l'histoire de chaque personne comptait, que la vérité devait être préservée et protégée. Quand elle a appris que quelqu'un essayait d'écrire une fausse histoire sur son fils, elle a fait ce que font les bibliothécaires. Elle a fait des recherches, elle a documenté, elle a constitué un dossier irréfutable de la vérité. Elle est morte en me protégeant. Mais sa protection s'est étendue bien au-delà de moi. Grâce à son travail, 5 victimes ont obtenu justice. Grâce à sa prévoyance, 2 prédateurs passeront les 20 prochaines années en prison. Et grâce à son amour, cette fondation aidera d'innombrables autres personnes à reconstruire leur vie après la fraude et la trahison. Il s'arrêta, l'émotion lui serrant la gorge. Maman, où que tu sois, j'espère que tu sais que ton histoire, ton amour, ton sacrifice ont changé le monde. Tu as changé le monde. Les applaudissements furent tonitruants. Après les discours, alors que la foule se mêlait, Jésus s'approcha de Théo. « Je suis inscrit à l'université, dit Jésus. Administration des affaires, je recommence à 37 ans, mais je le fais. C'est incroyable. La fondation de votre mère paie une partie de mes études. Le programme de bourse que vous avez mis en place, les yeux de Jésus brillèrent. Je n'ai pas de mots pour ce que ça signifie pour moi, mec. J'étais brisé. Je pensais que ma vie était finie. Et maintenant, j'ai de nouveau de l'espoir. C'est ce qu'elle aurait voulu. L'espoir, la guérison, les secondes chances. Wallace Glenn les rejoignit, un homme calme dans la cinquantaine qui avait perdu toute sa retraite à cause de Charlène et Drew. J'ai récupéré 60% de mon argent,
dit Wallace. Assez pour prendre ma retraite si je fais attention. Assez pour ne plus rester éveillé la nuit à me demander comment je vais survivre. Il serra la main de Théo. Merci. Merci d'avoir terminé ce que je n'ai pas pu. Tout au long de la soirée, les gens approchèrent Théo avec des histoires similaires de rétablissement, de justice, d'aller de l'avant. La fondation avait déjà aidé 12 victimes au cours de ces 6 premiers mois, en leur fournissant une représentation juridique, des conseils et un soutien financier. Alors que le gala touchait à sa fin, Théo se retrouva seul sur le balcon, regardant la ville que sa mère avait aimée. Franklin Wood le rejoignit. Elle serait incroyablement fière, tu sais. J'espère. Je sais. Donc, Rosemary Thompson a été ma cliente pendant 20 ans. Je l'ai vu gérer l'abandon de ton père. Je l'ai vu travailler jusqu'à l'épuisement pour te donner des opportunités. Je l'ai vu combattre le cancer avec plus de courage que je ne le pensais humainement possible. Et à travers tout ça, tu étais son étoile polaire. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour toi. Elle me manque tous les jours. Bien sûr que oui. Mais elle n'est pas vraiment partie, Théo. Elle est dans cette fondation. Elle est dans les vies que tu changes. Elle est en toi. Dans ta force, ton intelligence, ta compassion. Elle t'a construit pour être l'homme qui se tient ici ce soir. Théo sourit, des larmes sur ses joues. Elle l'a fait, n'est-ce pas? Plus tard, après que tout le monde soit parti, Théo retourna à la tombe de sa mère une dernière fois. Il plaça une photo du gala sur sa pierre tombale, le logo de la fondation, son nom en écriture élégante. « Je vais bien, maman, dit-il. Je vais aller bien. Tu t'en es assuré. » Il se leva, prêt à partir, prêt à avancer dans sa vie. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, son téléphone vibra avec une notification de l'application de rencontre que Neil l'avait convaincu de télécharger. Vous avez une nouvelle correspondance. Elle s'appelait Minnie. Une autre Minnie, pas l'agent du FBI. Elle était enseignante. Son profil disait qu'elle aimait les livres et l'architecture. Son sourire sur sa photo était sincère et chaleureux. Théo fixa la notification pendant un long moment, puis sourit. Peut-être qu'il n'était pas encore prêt. Peut-être qu'il aurait besoin de plus de temps pour guérir, pour faire confiance à nouveau. Mais un jour, bientôt, il ferait ce saut parce que sa mère lui avait appris quelque chose de crucial dans son dernier acte. L'amour signifiait protéger. Oui. Mais cela signifiait aussi croire aux secondes chances, à l'espoir, à la possibilité de lendemains meilleurs. Il envoya un message à la femme nommée Minnie. « Salut, je suis Théodore. Ami, appelle-moi Théo. Parle-moi de toi. » Sa réponse arriva rapidement. « Salut Théo. Je suis professeur d'anglais au lycée. Je passe la plupart de mon temps à convaincre les adolescents que Shakespeare est en fait cool. Que fais-tu? » Il sourit, tapant. « Je suis architecte. Je construis des choses. Mais j'apprends aussi à reconstruire. » En rentrant chez lui à travers les lumières de la ville, Théo sentit la présence de sa mère. Pas parti, jamais vraiment parti, mais transformé en quelque chose de plus grand que le deuil. Elle vivait dans sa force maintenant, dans son but, dans sa détermination à rendre le monde meilleur. Charlène et Drew passeraient les 2 prochaines décennies en prison. Leur complot terminé, leur victime vengée. Jésus Grimm était à l'université, reconstruisant sa vie. Wallace Glenn avait récupéré sa retraite. Et Théo était enfin libre. Libre du mensonge qu'il avait vécu. Libre d'une trahison qu'il avait presque détruit. Libre de construire quelque chose de nouveau sur les ruines. Sa mère lui avait donné les fondations. Maintenant, c'était à lui de construire le reste et il construirait quelque chose de beau. Épilogue. 2 ans plus tard, Theodore Thompson épousa Minnie Richardson. Oui, la même agent du FBI qui l'avait aidé à faire tomber Charlène et Drew. Ils s'étaient retrouvés lors d'un événement de la Fondation, avaient découvert une passion commune pour la justice et l'architecture. Elle était fascinée par la façon dont il concevait les espaces. Il était fasciné par la façon dont elle concevait les dossiers et ils étaient tombés amoureux lentement, prudemment, avec une honnêteté totale. À leur mariage, célébré dans un jardin avec des roses blanches partout, Théo plaça son bouquet sur une chaise vide au premier rang, réservée à Rosemary Thompson. Elle est là, murmura Minnie, lui serrant la main. Dans chaque bonne chose que nous construirons ensemble, elle est là et elle l'était.
La fondation Rosemary Thompson avait aidé plus d'une centaine de victimes. Jesus Grimm obtint son diplôme avec mention et créa sa propre entreprise. Wallace Glenn écrivit un livre sur son expérience qui devint une lecture obligatoire dans les cours d'enquête sur la fraude. Et Theodore Thompson, l'homme dont la mère l'avait assez aimé pour le protéger d'outre-tombe, vécut le reste de sa vie en s'assurant que cet amour se multipliait, touchant tous ceux qui l'atteignaient. Parce que c'est ce que Rosemary Thompson lui avait appris. L'amour n'était pas seulement une émotion. C'était une action. C'était une protection. C'était la justice. Et ça n'abandonnait jamais, jamais. Et voilà. Une autre histoire se termine. Qu'en avez-vous pensé? J'adorerais connaître vos impressions dans les commentaires ci-dessous.